Le blizzard de 2026 n'était pas seulement de la neige et de la glace. C'était une condamnation à mort pour quiconque se trouvait hors des frontières civilisées des meutes. Chris Turner, une Oméga exilée, voulait juste survivre à la nuit dans sa cabane de montagne pleine de courants d'air. Mais quand les grattements désespérés ont commencé, elle n'a pas trouvé un animal errant. Elle a trouvé 25 loups massifs, à moitié morts, blottis sur son porche, se vidant de leur sang dans la neige. Elle a enfreint toutes les lois pour les faire entrer. Elle pensait qu'elle sauvait des naufragés sans défense. Mais alors que l'aube se levait et que le sol se mettait à trembler, Cressa réalisa son erreur fatale. Les 25 loups n'étaient pas des errants. Et le terrifiant roi Lycaon, qui venait d'encercler sa cabane avec 500 soldats, n'était pas venu pour la remercier. Le vent qui hurlait à travers la montagne glaciale ressemblait au cri d'agonie des damnés. Pour Krista Turner, ce n'était qu'un mardi comme les autres en exil. Elle avait été bannie il y a 3 ans de la meute des Pins Rouges. Son seul crime était d'être née Oméga sans pouvoir, dans une lignée de guerriers alpha. Elle s'était taillée une existence maigre et invisible, à la lisière du monde humain et des territoires métamorphes. Sa cabane, une structure en décomposition construite à la fin des années 70 par un bûcheron humain nommé Arthur Pendleton, était son seul sanctuaire. Elle avait un solide poêle à bois en fonte de marque Joe Tool, un toit qui fuyait et qu'elle avait rafistolé avec du papier goudronné et une lourde porte en chêne sécurisée par 3 verrous en fer. Dans la nuit du 14 décembre, la température est tombée à 30 degrés en dessous de zéro. La radio avait craché des avertissements concernant un système de pression historique qui gelait le nord-ouest du Pacifique, mais Cressa était déjà bloquée par la neige. Elle était assise, enveloppée dans une couverture de laine effilochée, sirotant une tasse de tisane à la camomille tiède, en regardant le feu vaciller. C'est alors qu'elle l'a entendu. Un grattement, un coup sourd, un gémissement. Cressa se figea. Les sons étaient faibles, à peine audibles par-dessus la tempête qui faisait rage dehors. Mais son ouïe de métamorphe surdéveloppée capta le son humide et distinct d'une respiration lourde. Les ours hibernaient. Les élans ne viendraient pas sur un poche. Gratte, gratte. Un gémissement aigu transperça la porte en bois, envoyant un frisson violent le long de la colonne vertébrale de Cressa. C'était un loup. En fait, en écoutant la cacophonie des respirations courtes et des poids qui se déplaçaient, il y en avait plus d'un. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Les loups solitaires étaient notoirement violents, rendus fous par l'isolement et la perte de leur lien avec la meute. Ouvrir la porte signifiait risquer sa vie. Mais le gémissement aigu et désespéré qui suivit était sans équivoque. C'était un louveteau, les instincts d'Oméga de Cressa, une profonde compulsion biologique à guérir, à réconforter, à abriter, prirent le dessus sur son bon sens. Elle posa sa tasse, les mains tremblantes, et déverrouilla le premier verrou, puis le deuxième, puis le troisième. Elle tira la lourde porte en chaîne vers l'intérieur, et le vent glacial la projeta en arrière, apportant avec lui une horrible odeur métallique. Le cuivre, la fourrure roussie, et l'odeur acide et amère des tirs d'armes en argent. Étalés sur les planches enneigées de son porche, c'était un massacre. Des loups, des bêtes massives et musclées, bien plus grandes que n'importe quel métamorphe standard qu'elle n'avait jamais vu. Ils étaient entassés les uns sur les autres dans une tentative désespérée de conserver leur chaleur corporelle. Le sang tachait la neige blanche immaculée en de terrifiantes flaques pourpres et gelées. Cressa resta paralysée sur le seuil. Il n'y en avait pas seulement 3 ou 4. Le tas s'étendait le long des marches et dans la cour adjacente. Elle compta rapidement, le souffle coupé. 10, 15, 20, 25 loups, complètement immobilisés. Directement à ses pieds se trouvait un énorme loup gris balafré, le flanc déchiré par ce qui ressemblait à une balle explosive contenant de l'argent. Blotti en sécurité sous son menton massif, à l'abri du vent, se trouvait un petit louveteau argenté qui tremblait. Le loup gris entr'ouvrit un œil doré. Il ne grogna pas. Il ne montra pas les dents. Il regarda simplement Cressa avec une supplication profonde et écrasante, avant que sa tête ne retombe lourdement sur les planches du porche. « Ô déesse » souffla Cressa. Si elle les laissait dehors, ils seraient tous morts en 1 heure. L'empoisonnement à l'argent bloquerait leur facteur de guérison et l'hypothermie se chargerait du reste. Elle était une Oméga de 50 kilos sans entraînement. C'était des bêtes imposantes,
pesant chacune plus de 120 kilos, mais elle ne pouvait pas les laisser mourir. « Allez !» s'étrangla Cressa, tombant à genoux dans la neige. Elle attrapa le loup gris par la peau de son cou épais. « Tu dois m'aider, je ne peux pas te porter, tu dois ramper. » Elle tira de toutes ses forces. Le loup gris gémit, ses griffes grattant faiblement le bois gelé, et ensemble, centimètre par centimètre exténuant, ils réussirent à faire passer son torse par-dessus le seuil. Cressa attrapa le louveteau, le fit entrer en vitesse et le plaça directement sur le tapis devant le poêle Jotul. Elle se retourna vers la tempête. Cela lui prit 3 heures angoissantes. Cressa traîna, amadoua et fit rouler les bêtes colossales dans sa petite cabane. Ses muscles criaient, ses doigts devinrent bleus et engourdis, et ses poumons la brûlaient à cause de l'air glacial. À chaque loup qu'elle faisait entrer, l'odeur métallique du sang devenait plus épaisse. Certains étaient inconscients, d'autres gémissaient doucement, les yeux vitreux de fièvre et de douleur. Au moment où elle traîna le dernier loup, une femelle dorée, élancée et en fin de gestation, dans la cuisine, Cressa s'effondra contre la porte fermée, sanglotant d'épuisement physique. Son salon, sa cuisine et son minuscule couloir étaient tapissés de prédateurs massifs et saignants. La chaleur de la cabane faisait lentement fondre la glace dans leur fourrure, transformant le plancher en un désordre glissant d'eau et de sang. Elle avait fait l'impossible. Elle avait sorti 25 loups géantes de la tempête. Mais en regardant les blessures dévastatrices qui jonchaient leur corps, Cressa réalisa que le vrai cauchemar ne faisait que commencer. La cabane ressemblait à un service de traumatologie de fortune. Cressa n'eut pas le temps de se reposer. La température à l'intérieur baissait à cause du volume de masse froide qu'elle venait d'introduire dans la pièce. Elle jeta 3 autres lourdes bûches de chêne dans le poêle, ouvrant le clapet pour le laisser rugir. Elle courut à sa salle de bain, vidant son petit placard à linge, serviettes, vieux draps, ses propres manteaux d'hiver. Elle sortit tout, les drapant sur les corps frissonnants. « Tenez bon », murmura Cressa, s'agenouillant à côté du loup gris qu'elle avait tiré en premier. Il semblait être le chef de ce contingent mal en point. « Tenez bon ». Elle fit bouillir de l'eau sur son petit réchaud de camping au propane. Elle récupéra sa trousse de premier secours, armée de rien d'autre que de peroxyde d'hydrogène, d'une bouteille de whisky bon marché, d'une aiguille, de fil et d'une paire de pinces à bec effilé stérilisées qu'elle utilisait habituellement pour la fabrication de bijoux. Cela allait devoir suffire. Cressa se déplaça de loup en loup, agissant par pur instinct alimenté par l'adrénaline. Les blessures étaient horribles. Ce n'étaient pas des morsures d'animaux. C'étaient des frappes tactiques. Des impacts de balles de gros calibre, des déchirures de shrapnel dentelé et de profondes lacérations qui sentaient fort le nitrate d'argent. Quelqu'un leur avait tendu une embuscade avec des armes antimétamorphes de qualité militaire. Elle commença par le loup gris, car sa blessure était la plus catastrophique. Cressa versa un peu de whisky directement dans la plaie ouverte sur ses côtes. Le loup convulsa, un grognement sourd et profond secouant le plancher, mais il ne la mordit pas. « Je suis désolé, chuchota-t-elle, les mains glissantes de son sang. Elle prit les pinces et creusa dans le muscle déchiré. Le sifflement de l'argent brûlant touchant sa propre peau lui fit mordre la lèvre jusqu'au sang, mais elle creusa plus profondément. Clink! Elle retira un morceau de shrapnel d'argent dentelé, le jetant dans un seau en métal. Immédiatement, les bases de la blessure du loup cessèrent de fumer. Sa poitrine se souleva et la tension dans son corps massif se relâcha visiblement. « Un de moins », marmonna Cressa, essuyant la sueur de son front. Pendant les 6 heures suivantes, Cressa ne s'arrêta pas. Elle extrayait des balles, suturait des artères déchirées et leur faisait boire de la neige fondue mélangée à du sucre pour les maintenir hydratés. Elle s'assit avec la femelle dorée enceinte, pressant des serviettes chaudes contre son ventre pour apaiser les violents frissons qui menaçaient de la faire entrer en travail prématuré. Elle câlina le louveteau argenté, qui, selon elle, ne devait pas avoir plus de 4 mois, l'enveloppant dans sa plus épaisse couette en duvet. Il était environ 4 heures du matin quand l'épuisement la rattrapa enfin. Ses mains étaient couvertes d'ampoules, ses vêtements trempés de sang, et sa vision était trouble. Elle était assise par terre, appuyée contre les placards de la cuisine, quand le loup gris commença à se transformer. Cressa se tendit.
Se transformer en étant gravement blessé était incroyablement dangereux, mais le retrait de l'argent avait relancé son facteur de guérison. Le craquement écœurant des os qui se réalignaient remplit la cabane silencieuse. En quelques instants, le loup massif fut remplacé par un homme aux larges épaules. Il était inconscient, respirant lourdement. Cressa rampa vers lui, tirant une couverture sur sa taille. En ajustant le tissu, ses yeux tombèrent sur quelque chose qui fit s'arrêter net son cœur. Gravé dans la chair de son muscle pectoral gauche se trouvait une marque. Ce n'était pas n'importe quelle marque de meute. C'était une lune croissante transpercée par une large épée en flamme noire. Le blason de la cour d'obsidienne. Cressa recula en rampant, son dos heurtant le poil assez fort pour lui faire un bleu. « Non, murmura-t-elle, les yeux écarquillés de terreur grandissante. « Non, non, non. » Chaque métamorphe au monde connaissait ce blason. Il appartenait exclusivement à la garde royale du roi Lycan. Le roi Maestamicelis Blackwood était un souverain impitoyable et terrifiant qui régnait sur les territoires d'une main de fer. Il était une légende de brutalité et de pouvoir absolu. Sa garde royale, les ombres de la nuit, était supposée invincible, et 25 d'entre eux se vidaient de leur sang sur le sol de Cressa. Les implications la submergèrent comme un raz de marée. Ce n'était pas une escarmouche de meute aléatoire. C'était une tentative d'assassinat sur le cercle intime du roi Lycan. La femelle dorée, le louveteau, ils n'étaient pas de simples soldats. Ils étaient probablement de la haute noblesse, peut-être même de la lignée du roi. Quiconque avait fait cela les chercherait. Et si Silas Blackwood découvrait leur disparition, sa fureur réduirait l'État entier en cendres. Cressa était une Oméga exilée détenant les otages les plus précieux et les plus vulnérables du monde des métamorphes. Si les assassins la trouvaient, elle était morte. Si le roi Lycan la trouvait, elle était morte. Elle s'était involontairement retrouvée au centre d'une guerre royale. Elle regarda autour de la pièce. Les 25 guerriers dormaient, leur respiration enfin régulière. Ils avaient l'air paisibles, complètement dépendants de la minuscule Oméga qui tremblait dans son coin. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» pleura-t-elle doucement dans ses mains. Incapable de garder les yeux ouverts une seconde de plus, et sans aucun moyen de s'échapper dans le blizzard, Cressa se recroquevilla sur le tapis entre le louveteau argenté et le guerrier humain inconscient. Elle trouverait un plan le matin. Elle avait juste besoin de quelques heures de sommeil. Le matin se leva dans un silence perçant et aveuglant. Le blizzard était passé, laissant derrière lui un mètre de poudreuse fraîche qui enterrait la cabane de Cressa jusqu'au rebord des fenêtres. La lumière du soleil filtrait à travers le verre givré, attrapant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. Cressa se réveilla en sursaut, le cou raide et les mains douloureuses. Elle s'assit lentement. La cabane était chaude. Le guerrier humain était toujours inconscient, mais il avait repris des couleurs. Les loups autour d'elle dormaient profondément, leur poitrine se soulevant et s'abaissant en une cadence rythmique et régulière. L'odeur âcre de l'infection avait disparu, remplacée par l'odeur terreuse et musquée des métamorphes en guérison. Elle avait vraiment réussi, ils allaient survivre. Cressa se leva, étirant son dos endolori. Elle se dirigea vers la petite fenêtre au-dessus de l'évier de la cuisine pour vérifier l'accumulation de neige. Elle devait trouver un moyen de déneiger sa camionnette. Elle devait ramener ces gens sur leur territoire avant que quiconque ne s'en rende compte. Boum, 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 Cressa s'arrêta. Le son ne venait pas de l'intérieur de la cabane. C'était une vibration profonde et rythmique venant du sol lui-même. Elle faisait trembler les tasses de thé dans son évier. Boum, boum, boum. Cela ressemblait à un battement de cœur, mais c'était trop fort, trop synchronisé. Cressa frotta le givre de la vitre et regarda dehors dans la lumière du matin. Le souffle lui quitta complètement les poumons. Sa clairière isolée et cachée dans les montagnes de Bitterroot avait disparu. À sa place se trouvait une mer d'équipements tactiques noirs, de véhicules de transport blindés et de Lycans massifs et grondants qui arpentaient la neige profonde. Il y en avait des centaines. L'armée du roi Lycan était arrivée. Il se tenait en un périmètre parfait et impénétrable autour de sa minuscule cabane en décomposition. Des snipers étaient positionnés à la lisière des arbres. Des hommes armés de fusils d'assaut lourds et d'artillerie contenant de l'argent avaient leurs armes pointées directement sur sa porte d'entrée. Au centre de la formation, se tenant à 20 yards de son porche, se trouvait un homme qui ressemblait à l'incarnation physique d'un cauchemar. Il était imposant,
mesurant facilement 6 pieds et 5 pouces, portant un long manteau de laine sombre qui lui tombait aux genoux. Ses cheveux étaient d'un noir de jais, sa mâchoire si serrée qu'elle semblait taillée dans le granit. Mais ce furent ses yeux qui terrifièrent le plus Cressa. Même à cette distance, il pouvait voir qu'il brillait d'un rouge cramoisi violent et surnaturel. Silas Blackwood, le roi Lycan. Cressa recula de la fenêtre, ses mains volant à sa bouche pour étouffer un cri. Son rythme cardiaque s'emballa, un battement de tambour assourdissant dans ses propres oreilles. « Il pense que c'est moi qui ai fait ça », réalisa-t-elle avec une clarté absolument terrifiante. Il a suivi sa garde disparue jusqu'ici. Il a senti les quantités massives de sang qui imbibaient le bois de son porche. Pour le roi, ce n'était pas un sauvetage. C'était une prise d'otage. Il croyait que l'ennemi qui avait tendu une embuscade à ses gens se cachait à l'intérieur de cette cabane, retenant les survivants captifs. Soudain, une voix retentit à l'extérieur, amplifiée par un mégaphone. Elle fit trembler les murs de la cabane. Aux occupants de cette demeure, ici le commandant Alpha Thorne de la cour d'Obsidienne. Vous êtes encerclés par 500 soldats Lycans. Vous n'avez nulle part où fuir. Renvoyez nos gens vivants et nous vous accorderons une mort rapide. Faites-leur du mal et nous vous brûlerons vifs. Les genoux de Cressa cédèrent. Elle s'effondra sur le sol, sa respiration devenant courte et paniquée. Une mort rapide. C'était la meilleure offre. À côté d'elle, le guerrier aux cheveux gris gémit, ses paupières papillonnant. Il se réveillait, mais il était encore trop faible pour parler, et encore moins pour se lever et expliquer la situation à son roi. La femelle dorée gémit dans son sommeil, bougeant inconfortablement. Ils n'étaient pas en état de la protéger. « Je vous donne exactement 2 minutes pour ouvrir cette porte et sortir les mains vides, » rugit à nouveau la voix du commandant, « ou nous ouvrons le feu. » Cressa regarda la porte. Elle était éclatée et mince. Une seule salve de ses armes la traverserait elle, et atteindrait les loups en convalescence qu'elle venait de passer toute la nuit à sauver. Si elle restait à l'intérieur, ils mourraient tous. Des larmes coulaient sur son visage. Elle n'était qu'une oméga, une paria. Elle avait essayé de faire une bonne action, et cela allait lui coûter la vie. Elle prit d'une profonde inspiration, ses instincts d'oméga refaisant surface. Elle ne pouvait pas les laisser tirer dans la cabane. Elle devait attirer leur feu à l'extérieur. Elle devait leur montrer qu'elle n'était pas armée. 1 minute. Cressa se leva sur des jambes tremblantes. Elle ne prit pas la peine de mettre son manteau. Elle se dirigea vers la porte d'entrée, ses mains ensanglantées cherchant les verrous en fer. Elle déverrouilla le premier. Le cliquetis sec résonna bruyamment dans le silence tendu. Elle déverrouilla le deuxième. Elle jeta un dernier regard larmoyant en arrière vers la meute endormie, vers le louveteau argenté blotti en sécurité près du poêle. Elle déverrouilla le troisième. Cressa poussa la lourde porte en chêne et sortit sur le porche taché de sang. Elle se retrouva directement dans le viseur de 500 armes chargées, croisant le regard cramoisi et furieux du roi Lycan. L'air glacial du matin mordit la peau de Cressa dès qu'elle mit le pied sur le porche. Mais le froid fut entièrement éclipsé par l'aura suffocante de 500 prédateurs alpha. La pure pression prédatrice émanant de l'armée Lycan était un poids physique qui appuyait sur ses poumons et la forçait à s'agenouiller. Des dizaines de petits points laser rouges et terrifiants dansaient sur sa poitrine, illuminant le sang séché et encrouté sur son t-shirt thermique. La neige crissa bruyamment alors que la première ligne de soldats bougeait, leurs lourdes bottes de combat s'enfonçant dans la poudreuse, leur fusil Sig Sauer MCX dernier cri verrouillé sur sa petite silhouette. Ils portaient des tenues tactiques noir mat Arcturix pourtant froids, complètement imperméables aux éléments, tandis que Cressa était à genoux dans un simple t-shirt et un pantalon de survêtement, les mains levées en signe de reddition totale. « Ne tirez pas », croissa Cressa, sa voix complètement dépourvue d'humidité. Ses cordes vocales étaient à vif après avoir inhalé la fumée métallique de l'argent en combustion toute la nuit. « S'il vous plaît, ils sont à l'intérieur. Ils sont vivants. » La silhouette imposante au centre de la formation leva une seule main gantée. Instantanément, la symphonie terrifiante des clics des sécurités d'armes cessa. Le roi Silas Blackwood s'avança. De près, le roi Lycan était un monolithe de puissance terrifiante. Il se déplaçait avec une grâce prédatrice qui défiait sa taille massive. Son trench coat en laine noire flottait légèrement dans la brise de la montagne. Ses yeux cramoisis,
brillant de la fureur volatile d'un souverain qui avait perdu ses guerriers les plus élites, se fixant sur Cresa. Mais alors qu'il se rapprochait, s'arrêtant au bord de la neige imbibée de sang qui entourait son porche, son expression changea. Les narines du roi se dilatèrent. Il humait l'odeur du massacre. Mais sous l'odeur écrasante de cuivre et de nitrate d'argent, il capta autre chose, de la vanille, de l'herbe douce, de la peur et une phéromone d'oméga incroyablement puissante et pure qui essayait activement d'apaiser l'agression dans l'air. Silas baissa les yeux sur la petite femme tremblante. Elle n'était pas une assassine. Elle n'était pas une mercenaire. Ses mains, levées en signe de reddition, étaient violemment couvertes d'ampoules et tachées de noir par des brûlures d'argent. Vous, la voix de Silas était un grondement sismique grave qui vibra à travers les planches du porche. Où est l'unité de mercenaires qui retiennent ma garde? Il n'y a pas d'unité, s'étrangla Cressa, des larmes finissant par couler sur ses cils et gelant sur ses joues. Il n'y a que moi. Ils se sont traînés ici la nuit dernière. Je les ai fait entrer. Un murmure d'incrédulité parcourut les premières lignes de l'armée. Mensonge! Aboya un grand soldat lourdement balafré qui se tenait à la droite du roi. Il portait l'insigne d'un capitaine. Son badge nominatif indiquait Sterling. Elle cherche à gagner du temps, Votre Majesté. C'est une tactique d'embuscade. Le territoire de la meute des Pins Rouges est à moins de 50 miles d'ici. Ils nourrissent des sentiments anti-monarchiques depuis des années. Elle est de la pâte. Le capitaine Sterling leva son arme, le canon pointé droit entre les yeux de Cressa. Donnez l'ordre, sire. Nous prenons la cabane d'assaut et éliminons l'hostile. Cressa ferma les yeux, attendant la détonation du fusil. Je n'ai donné aucun ordre de visée, capitaine, grogna Silas, sa voix baissant d'une octave, dangereuse et tranchante comme un rasoir. Mais le doigt de Sterling se resserrait déjà sur la gâchette. Ses yeux étaient écarquillés, frénétiques. Il savait quelque chose que le roi ignorait. Si ces gardes royaux à l'intérieur de cette cabane respiraient encore, la tête de Sterling serait sur une pique au coucher du soleil. Il devait faire taire l'Oméga et s'assurer que l'équipe d'assaut achèverait les survivants dans la fusillade. « Pour la couronne! » hurla Sterling en appuyant sur la gâchette. Le coup de feu assourdit Cressa. Elle tressaillit, se recroquevillant en boule, mais la balle ne l'atteignit jamais. Une forme massive et floue jaillit de la porte derrière elle, se déplaçant plus vite que l'œil humain ne pouvait le suivre. La lourde porte en chêne fut entièrement arrachée de ses gonds, projetée dans un banc de neige. Le général Harrison, le lichen aux cheveux gris que Cressa avait passé des heures à recoudre, se tenait au-dessus d'elle. Il n'était plus sous sa forme de loup. Il mesurait 6 pieds et 4 pouces, une montagne de muscles balafrés aux larges épaules, ne portant qu'une couverture de laine imbibée de sang enroulée à la hâte autour de sa taille. Sa poitrine était enveloppée dans les draps déchirés de Cressa, mais ses yeux dorés brûlaient d'une autorité meurtrière absolue. Il avait intercepté la balle d'argent avec son propre avant-bras. Elle siffla contre sa peau, mais Harrison ne tressaillit même pas. « Halt! » rugit Harrison, un commandement si imprégné de dominance alpha que la moitié des soldats de l'avant-garde laissèrent instinctivement tomber leurs armes dans la neige. Les yeux cramoisis de Silas s'écarquillèrent de choc profond. « Harrison, as-tu perdu la tête, Sterling? » gronda Harrison, sa voix épaisse de douleur, mais dégoulinant de venin. Il pointa un doigt tremblant et ensanglanté vers le capitaine. « Arrêtez ce traître! Il a divulgué notre itinéraire de patrouille aux chasseurs humains de Missoula. Il leur a fourni l'artillerie au nitrate d'argent. » Le chaos éclata dans les rangs. 2 lichens massifs plaquèrent immédiatement le capitaine Sterling au sol, le désarmant et lui écrasant le visage contre la terre gelée. Sterling hurla, se débattant sauvagement, mais il fut rapidement ligoté avec de lourdes menottes en acier. Silas ignora l'agitation, son regard fixé sur Harrison, puis se baissant lentement vers la petite femme tremblante blottie aux pieds du général. « Rapport, général », commanda doucement Silas, réduisant la distance jusqu'au porche. Harrison vacilla légèrement, la perte de sang menaçant de le faire sombrer à nouveau, mais il planta ses pieds. Il baissa les yeux sur Cressa, ses féroces yeux dorés s'adoucissant en un regard de révérence absolue et inconditionnelle. « Nous avons été pris en embuscade sur l'autoroute 93, souffla Harrison, se tenant les côtes. Explosifs de qualité militaire, éclats d'argent. Nous avons perdu les véhicules.
Nous avons couru aveuglément dans le blizzard, et nous l'avons trouvé. Harrison regarda à nouveau son roi. Elle a traîné 25 lycans adultes hors d'un blizzard glacial par elle-même, sire. Elle a retiré l'argent de nos poitrines avec ses mains nues et des pinces. Lady Béatrice est entrée en état de choc, et cette petite Oméga l'a stabilisée, elle et le louveteau à naître. Elle ne nous a pas pris en otage. Elle nous a donné refuge. Le silence qui tomba sur la clairière fut absolu. 500 guerriers endurcis fixaient la femme de 50 kilos à genoux dans la neige, réalisant qu'elle avait accompli à elle seule un miracle médical et physique. Silas Blackwood monta sur le porche. Il ne regarda pas son général. Il s'agenouilla, sa silhouette massive éclipsant entièrement Crissa. Il tendit la main, prenant ses mains gravement brûlées et tachées de sang dans ses grandes paumes chaudes. Il sentit les tremblements qui parcouraient son corps. Il vit les marques de brûlure, là où l'argent qu'elle avait extrait de ses hommes avait cautérisé sa propre chair de métamorphe. « Quel est ton nom, petite louve ?» demanda le roi, sa voix plus douce que personne dans l'armée ne l'avait jamais entendue. « Cressa, murmura-t-elle, ses dents claquant de manière incontrôlable. « Cressa Turner. »« Cressa, » répéta Silas, le nom ayant le goût d'un vœu sur sa langue. Il déboutonna son lourd trench coat en laine noire, le glissant de ses larges épaules, et l'enveloppa solidement autour de son corps glacial. Le manteau l'engloutit entièrement, l'enveloppant dans l'odeur riche et enivrante de pin, de feu de camp et de pouvoir alpha. Tu es en sécurité maintenant, je le jure. Et puis, l'adrénaline de Cressa s'épuisa enfin. Ses yeux se révulsèrent et elle s'effondra complètement contre la poitrine du roi Lycon. Lorsque la vision de Cressa s'estompa dans le noir, Silas la rattrapa sans effort, la berçant contre sa poitrine comme si elle ne pesait pas plus qu'une plume. Un grognement protecteur viscéral s'échappa de sa gorge. Un son si primal que les soldats les plus proches firent un pas en arrière involontaire. « Médecin !» rugit Silas, l'ordre résonnant contre les sommets des montagnes. « Faites venir les équipes de traumatologie ici maintenant. Apportez le quick-clot, les perfusions chauffées, tout. » En quelques secondes, l'unité médicale hautement qualifiée de la cour d'Obsidienne rompit les rangs. Des dizaines de médecins portant de lourds sacs de traumatologie se précipitèrent sur le poche. « Sire, » dit un médecin en chef, le docteur Robert Hamilton, d'un ton urgent, en regardant la forme inconsciente de Cressa. « Laissez-nous l'emmener au transport. » « Non, » le coupa Silas, sa prise se resserrant de manière protectrice autour de Cressa. « Occupez-vous du général Harrison et des gardes à l'intérieur. Sécurisez le périmètre. Personne n'entre dans cette cabane à moins que ce ne soit pour sauver une vie. » Silas se retourna et porta Cressa dans la cabane sombre et imbibée de sang. La scène qui accueillit le roi Lycan ressemblait à un hôpital de guerre médiéval. La chaleur du poêle Jotul était étouffante. Chaque centimètre carré du petit salon et de la cuisine était couvert de loups au repos et de guerriers endormis qui avaient réussi à reprendre leur forme humaine. Le sang était partout. Il tachait le plancher, les tapis bon marché et la pile de serviettes en ruine. Mais au milieu du carnage, Silas vit la logique précise et désespérée de son travail. Dans le coin, Lady Béatrice, la compagne enceinte du frère de Silas, reposait paisiblement sur un lit de fortune fait de coussins de canapé. Sa respiration était régulière, sa fourrure dorée débarrassée des résidus d'argent qui se révélaient généralement fatales pour les louveteaux à naître. Près du poêle se trouvait le petit Léo, le louveteau argenté orphelin du secteur Est, enveloppé si étroitement dans une couette en duvet qu'il ressemblait à une chenille. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait une bouteille d'alcool isopropylique bon marché, une bouteille à moitié vide de Jack Daniels, des pinces à bec effilé et un seau en métal. Silas se dirigea vers le seau. Il était à moitié rempli de morceaux de shrapnel d'argent dentelés et ensanglantés et de balles déformées. Cressa avait retiré chacun de ces morceaux de ses hommes à main nue. Silas baissa les yeux sur la femme dans ses bras. Son visage était pâle, maculé de suie et de sang, mais il y avait une beauté féroce et indéniable dans ses traits. La force de volonté qu'il avait dû lui falloir pour endurer l'agonie de manipuler de l'argent pendant des heures, uniquement pour sauver des étrangers, défiait l'entendement. Les Omégas étaient connus pour leurs instincts nourriciers, mais c'était autre chose. C'était une bravoure sans pareille.
Sire, interrompit doucement le docteur Hamilton, enjambant un garde endormi pour s'approcher du roi. Nous avons stabilisé le général Harrison. Nous devons administrer un antivenin et des antibiotiques à large spectre aux autres, mais c'est un miracle. Ils ont tous dépassé le seuil critique. Elle les a tous sauvés. Silas déposa doucement Chrissa sur son petit lit non ensanglanté dans la pièce du fond. Il recula tandis que le docteur Hamilton examinait ses mains, appliquant une épaisse pommade rafraîchissante sur les graves brûlures d'argent sur ses paumes et les enveloppant de gaz stériles. Elle souffre d'un épuisement physique sévère, d'hypothermie et d'un léger empoisonnement à l'argent par contact, diagnostiqua le docteur Hamilton, suspendant une poche de sérum physiologique chaud à un clou sur le mur et insérant une perfusion dans son bras. Mais elle se remettra. Elle a juste besoin de repos. Assurez-vous qu'elle reçoive les meilleurs soins que nous ayons, ordonna Silas, ses yeux ne quittant jamais le visage de Cressa. Laissant les médecins à leur travail, Silas retourna sur le poche. Le soleil était maintenant complètement levé, brillant durement sur la neige. Le périmètre était sécurisé et des hélicoptères de transport vrombissaient déjà au loin, descendant vers la clairière pour évacuer les blessés. Le général Harrison était assis sur les marches du porche, une ligne de perfusion portant de son bras vers une poche tenue par un médecin. Il leva les yeux à l'approche du roi. « Nous avons interrogé Sterling avant de le jeter dans le transport de détention, » dit Harrison, la voix rauque. Il a avoué. L'attaque a été financée par l'Alpha Richard de la meute des Pins Rouges. Ils ont utilisé une société écran à Seattle pour acheter des armes en argent et un syndicat humain du marché noir. La mâchoire de Silas se serra, un grondement dangereux vibrant dans sa poitrine. Les Pins Rouges, ils testent nos frontières depuis des mois. Tenter de massacrer ma garde royale. De tuer une femelle ensarmée, sainte de ma lignée. Richard a signé l'arrêt de mort de sa meute. Il y a autre chose, César, dit Harrison, faisant un geste faible vers la cabane. La fille, Cressa. Savez-vous pourquoi une Oméga vit seule dans la nature glaciale, en dehors de toute protection de meute? Dis-moi, ordonna Silas. J'ai reconnu son odeur, continua Harrison, ses yeux s'assombrissant de colère. C'est Cressa Turner. Elle est née dans la meute des Pins Rouges. Son père était leur principal homme de main. Quand ses parents sont morts dans une escarmouche frontalière il y a 3 ans, l'Alpha Richard l'a chassé. Il a prétendu qu'une Oméga sans famille était un fardeau pour les ressources de la meute. Il a confisqué le domaine de sa famille, l'a dépouillé de ses liens de meute et l'a abandonnée dans ces montagnes pour qu'elle meure de froid. Silas devint parfaitement immobile. L'air autour de lui sembla chuter de 10 degrés. Les lois du roi Lycan étaient absolues. Les Omégas étaient le cœur de la société métamorphe. Ils devaient être protégés, chéris et pris en charge. Abandonner une Oméga aux éléments était un crime passible de mort. Voler son héritage et la laisser mourir était une atrocité. Silas se tourna lentement, regardant la cabane délabrée et pleine de courants d'air. Cressa avait été jeté comme un déchet par l'alpha même qui venait d'essayer d'assassiner sa famille. Pourtant, quand l'univers avait amené l'élite saignante et mourante du roi Lycan à sa porte, elle n'avait pas cherché à se venger. Elle ne les avait pas repoussés. Elle s'était ruiné les mains et avait risqué sa vie pour les tirer de la glace. L'Alpha Richard pensait qu'elle était faible, murmura Silas, ses yeux cramoisis s'enflammant d'une lumière terrifiante et impie. Il pensait qu'elle n'était rien. Silas regarda son état-major qui attendait des ordres. « Commandant Briggs » appela Silas. Un Lycan massif et imposant s'avança, saluant vivement. « Sire, préparez les transports aériens pour les blessés. Ils retournent à la citadelle, » ordonna Silas. « Ensuite, mobilisez les 400 hommes restants. »« Quels sont nos ordres, roi Silas » demanda Briggs, sa main reposant sur la garde de sa lame. Silas regarda vers l'horizon est, vers la lisière dense et menaçante des arbres qui marquait le début du territoire des Pins Rouges. Un sourire cruel et prédateur toucha le coin de ses lèvres. « Nous allons rendre visite à l'Alpha Richard, » dit Silas, sa voix portant la promesse d'une destruction absolue. « Et nous allons récupérer la maison de Cressa Turner. » Cressa ne se réveilla pas avec le froid mordant des courants d'air qui s'infiltraient à travers les murs de sa cabane en décomposition. Elle se réveilla avec le vrombissement profond et rythmique d'un lourd moteur à rotor et l'odeur de cuir cher, d'antiseptique et un soupçon persistant de pain frais.
Ses lourdes paupières s'ouvrirent en papillonnant. Elle n'était plus sur son matelas de friperie bosselé. Elle était allongée sur une civière en cuir blanc moelleux, à l'intérieur de la vaste cabine d'un hélicoptère Sikorsky S-92, lourdement modifié pour le transport tactique et médical. Une épaisse couverture chauffante en laine Pendleton était solidement rentrée autour de ses épaules. Le rythme cardiaque se stabilise, murmura une voix douce. Cressa tourna la tête. Assis sur un strapontin en face d'elle se trouvait le docteur Robert Hamilton, surveillant un iPad. À côté de lui, enveloppé dans une robe de chambre moelleuse et l'air épuisé mais profondément vivante, se trouvait Lady Béatrice. « Tu es réveillée » souffla Béatrice, un sourire radieux et larmoyant se dessinant sur son visage. La métamorphe aux cheveux dorés se pencha en avant, posant doucement une main sur celle de Cressa, lourdement bandée. « Merci à la déesse. Nous pensions t'avoir perdu à cause du choc de l'argent. »« Où » La voix de Cressa était un croassement sec. « Où allons-nous » ? « À la citadelle d'Obsidienne à Jackson Hole » répondit le docteur Hamilton, ajustant la perfusion scotchée à son avant-bras. « Vous êtes sous la protection directe de la couronne maintenant, mademoiselle Turner. Vous avez sauvé la lignée du roi. Vous avez sauvé ma sœur. » Il fit un geste respectueux vers Béatrice. L'esprit de Cressa s'emballa, luttant pour rattraper son retard. Le massacre sur son porche, les heures de sang et d'argent brûlant, l'arrivée terrifiante du roi Lycon. Macaban, le roi. Le roi Silas n'est pas avec nous, dit Béatrice, ses yeux dorés s'assombrissant d'une fierté féroce et vengeresse. Il a sécurisé notre transport médical. Puis il a pris 4-5 de ses meilleurs soldats d'avant-garde et a marché directement sur le camp des Pins Rouges. Le souffle de Cressa se coupa. Les Pins Rouges, mais l'Alpha Richard a des frontières lourdement fortifiées. Il a des mercenaires humains à sa solde. Béatrice offrit un sourire froid et prédateur. L'Alpha Richard avait des frontières lourdement fortifiées. On ne tend pas une embuscade à la garde du roi Lycon, on ne laisse pas une Oméga mourir dans la neige, et on ne vit pas pour voir un autre coucher de soleil. À 200 mètres de là, dans les forêts denses et enneigées juste à l'extérieur de Coeur d'Alene, dans l'Idaho, le châtiment avait déjà commencé. Le complexe de la meute des Pins Rouges était un vaste domaine de plusieurs millions de dollars, lourdement gardé par des clôtures électriques, des portails en acier renforcés et des snipers armés d'imagerie thermique. L'Alpha Richard, un homme vaniteux et cruel qui portait des costumes italiens sur mesure et une Rolex en platine, se tenait actuellement dans sa salle de guerre lambrissée d'acajou, trinquant avec son cercle intime avec un verre de scotch Macallan de 20 ans d'âge. À l'heure qu'il est, le blizzard a enseveli l'épave sur l'autoroute 93, se vanta Richard, faisant tourner le liquide ambré. Silas Blackwood vient de perdre son général, ses meilleurs combattants et sa nièce à naître. La cour d'Obsidienne saigne. Demain, nous passerons à l'offensive sur les territoires de l'Ouest. « Alpha !» cria un garde paniqué, faisant irruption par les lourdes portes doubles de la salle de guerre. « Alpha, nous avons une brèche massive à la porte sud. » Richard fronça les sourcils, posant son verre. « Une brèche, c'est une avalanche localisée. La tempête vient de passer. »« Non, monsieur, » balbutia le garde, son visage complètement vidé de sa couleur. « C'est l'avant-garde. Tous !» Avant que Richard ne puisse même traiter les mots, une explosion assourdissante fit voler en éclats les vitres blindées renforcées des fenêtres de la salle de guerre. Le sol trembla violemment. Dehors, 3 véhicules tactiques militaires blindés, Oshkosh J. LT-B, avaient simplement foncé droit à travers les portails en acier de 12 pieds de haut, écrasant les piliers de maçonnerie en poussière. 400 licornes d'obsidienne se déversèrent dans le complexe comme un raz de marée d'ombre et de mort. Ils ne prirent pas la peine de se transformer en loups. Ils combattirent sous leur forme hybride, déchirant les mercenaires humains et les hommes de main de la meute de Richard avec une précision chirurgicale terrifiante. L'air se remplit des bruits d'os qui se brisent, de moteurs rugissants et des cris paniqués des vaincus. Richard recula en rampant, sortant une arme de poing chargée d'argent de son tiroir de bureau. « Tenez la ligne » cria-t-il dans sa radio. « Déployez le phosphore blanc, brûlez-les. » Mais la radio ne renvoya que des parasites violents. Les lourdes portes en acajou de la salle de guerre furent soudainement défoncées avec une telle force que l'une d'elles se détacha de ses gonds
et se brisa contre le mur du fond. Le roi Silas Blackwood entra dans la pièce. Il était entièrement transformé en son état de lichen, un cauchemar imposant de 8 pieds de haut, de fourrure de minuit, de griffes acérées comme des rasoirs et d'yeux cramoisis brillants. Le sang des gardes d'élite de Richard goûtait de ses mâchoires massives. Il se déplaçait dans un silence absolu et terrifiant, enjambant le bois brisé. Richard tira aveuglément avec son arme de poing. Bang, 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 les balles à pointe creuse en argent frappèrent Silas directement à la poitrine. Le roi ne tressaillit même pas. Son facteur de guérison surnaturelle expulsa le métal écrasé de ses muscles avant même que la fumée ne puisse se dissiper. Les blessures se refermèrent en quelques secondes. Silas bondit. Dans un flou de mouvement, il traversa la pièce. Sa main massive se referma sur la gorge de Richard. Il souleva l'alpha complètement du sol, le projetant contre le mur d'acajou si fort que le plâtre se fissura. « Tu as manqué !» La voix de Silas était une vibration démoniaque où se superposaient l'homme et la bête. « Blackwood, attends !» s'étrangla Richard, ses mains griffant désespérément la prise impénétrable du roi. « Je peux te donner du territoire. J'ai des comptes à l'étranger, des millions à Zurich. Tu as acheté de l'artillerie en argent à un syndicat humain pour massacrer ma famille, » gronda Silas, ses griffes perçant lentement la peau du cou de Richard. « Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je suis ici pour mettre fin à ta misérable vie. » Les yeux de Richard exorbitèrent, du sang coulant sur son col. « Quoi? Quelle autre raison? »« Il y a 3 ans, tu as banni une Oméga nommée Krisa Turner, » murmura Silas, ses yeux cramoisis brûlant un trou dans l'âme de l'alpha mourant. « Tu as volé son héritage. Tu l'as jeté dans les montagnes de Bitterroot pour qu'elle gèle. » Richard haleta, son visage devenant violet. « Elle était une avortone inutile. Elle, rugit Silas, le son faisant voler en éclats le reste des vitres de la pièce, est la sauveuse de la couronne d'obsidienne. Elle a enduré d'atroces brûlures d'argent pour sauver les loups mêmes que tu as essayé de détruire. Et elle est sous ma protection absolue. » Avec un craquement écœurant qui résonna dans le domaine en ruine, Silas écrasa la trachée de l'alpha. Richard devint mou, la Rolex coûteuse glissant le long de son poignet, tandis que Silas laissait tomber son corps sans vie sur le sol. Le roi se tourna vers les derniers hommes de main des Pins Rouges qui avaient été traînés dans la pièce par son avant-garde. Ils étaient à genoux, tremblants de terreur absolue. « La meute des Pins Rouges est dissoute, » déclara Silas, reprenant en douceur sa forme humaine, ignorant le sang qui imbibait sa chemise tactique noire. Ce territoire, les actifs et ce domaine sont par la présente saisis par la couronne d'obsidienne. Ils seront placés dans un trust aveugle sous la propriété exclusive de Krisa Turner. Quiconque contestera ce décret partagera le sort de Richard. 2 semaines plus tard, la citadelle d'Obsidienne à Jackson Hole, dans le Wyoming, était un tourbillon d'activités joyeuses et triomphantes. L'énorme forteresse de pierre, parfaitement sculptée dans le granit et nichée contre le décor enneigé à couper le souffle des grands tétons, semblait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis un siècle. Pendant des décennies, la citadelle avait été un lieu de stratégie militaire stoïque et de pouvoir froid et inflexible. Maintenant, l'atmosphère lourde et oppressante s'est élevée, remplacée par un profond sentiment de gratitude et de renouveau. Krisa Turner se tenait au centre de sa vaste suite principale, passant doucement ses doigts sur la laine moelleuse de couleur crème de son poule. Elle ne portait plus les vêtements usés et tachés de sang d'une paria bannie. Elle ne grelottait pas dans une cabane pleine de courants d'air, rationnant le bois de chauffage et le thé éventé. Elle était enveloppée de luxe, de chaleur et d'une sécurité écrasante et farouchement protectrice. Elle baissa les yeux sur ses mains. Les bandages avaient finalement été retirés par le Dr Hamilton ce matin-là. Sur ses paumes et l'intérieur de ses doigts se trouvaient de légères cicatrices argentées, un témoignage physique permanent de la nuit angoissante où elle avait joué les chirurgiennes amatrices pour 25 loups massifs. C'étaient les marques d'une survivante, mais pour les habitants de la citadelle, c'étaient les marques d'une sainte. Partout où Krista marchait entre les murs impénétrables de la forteresse, les soldats d'élite de l'avant-garde s'arrêtaient, se tournaient et inclinaient profondément la tête. Le général Harrison, complètement remis de ses blessures catastrophiques, s'était officiellement agenouillé devant elle dans la grande salle 2 jours auparavant, prêtant un serment de sang de protection éternelle à la minuscule Oméga qui avait arraché l'argent de sa poitrine.
Le petit Léo, le louveteau argenté orphelin, refusait de la quitter, rongeant joyeusement un énorme os en cuir brut près des portes du balcon. Et pas plus tard qu'hier, la citadelle avait célébré un véritable miracle. Lady Béatrice avait accouché en toute sécurité d'un petit garçon en bonne santé et criant, un enfant qui aurait péri dans la neige sans les soins désespérés et constants de Cresa. Ils attribuaient tous la survie de leur avenir et de leur leadership à elle. Mais Cresa avait encore du mal à accepter cette nouvelle réalité. Ayant besoin d'un moment de calme, Cresa poussa les lourdes portes vitrées et sortit sur le vaste balcon principal. Le vent mordant du Wyoming fouetta immédiatement ses cheveux, apportant avec lui l'odeur âcre des aiguilles de pin et le bruit lointain de la rivière Snake glacée bien en dessous. Elle s'appuya contre la épaisse balustrade en pierre, fermant les yeux et laissant l'air froid la ramener sur terre. Derrière elle, les lourdes portes en chaîne de sa suite s'ouvrirent avec un clic, suivis par les pas lourds et étouffés de chaussures de ville sur les tapis persans. Cresa n'eut pas besoin de se retourner pour savoir de qui il s'agissait. Le simple poids magnétique de sa présence modifiait la pression de l'air dans la pièce. Silas Blackwood sortit sur le balcon. Il était impeccablement vêtu d'un costume anthracite sur mesure qui accentuait ses larges épaules et sa taille imposante, ayant en tout point l'air du souverain milliardaire du monde des métamorphes. Le monstre terrifiant aux yeux cramoisis qui avait brisé les portes des pins rouges et écrasé la gorge d'un alpha n'était nulle part en vue. Alors que ses yeux se posaient sur Cresa, l'aura suffocante du roi Lycan disparut entièrement, remplacée par une chaleur profonde et résonnante qui fit battre le cœur de Cresa à tout rompre dans sa poitrine. « Le froid est mordant aujourd'hui, » murmura Silas. Sa voix, un grondement grave et rauque, vibra agréablement contre la pierre. Il combla la distance entre eux, portant une lourde cape en fourrure de loup noir. Avec des mouvements doux et délibérés, il drapa l'épaisse fourrure autour de ses épaules, la protégeant du vent de la montagne. Ses grandes mains chaudes s'attardèrent légèrement sur ses bras, ses pouces effleurant légèrement le tissu de son pull. « Je suis habitué au froid, Silas », sourit doucement Cresa, inclinant la tête en arrière pour le regarder. Elle se pencha instinctivement juste un peu en arrière contre sa poitrine solide, cherchant sa chaleur. Au cours des 2 dernières semaines, ils avaient passé des heures à parler près du feu rugissant dans la vaste bibliothèque de la citadelle. Dans les heures calmes de la nuit, elle avait appris que le roi terrifiant était aussi un homme farouchement protecteur et profondément intellectuel qui portait le lourd fardeau de la sécurité de son peuple sur ses épaules. Et Silas avait appris que l'Oméga fragile et à la voix douce possédait une volonté d'acier, absolue et incassable. « Tu ne devrais plus avoir à y être habitué, » dit doucement Silas, sa mâchoire se crispant brièvement au souvenir de la façon dont elle avait vécu avant qu'il ne la trouve. « Tu ne connaîtras plus jamais le froid, je m'en assurerai. » Il se plaça à côté d'elle, regardant la vaste vallée enneigée. Puis il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste de costume et en sortit une épaisse et lourde enveloppe légale portant le sceau de cire noire complexe de la cour d'obsidienne. Il la lui tendit. Cresa fronça légèrement les sourcils, son front se plissant en regardant le document officiel. Elle retira ses mains de la chaleur de la cape pour le prendre. « Qu'est-ce que c'est? » « C'est le domaine des pins rouges ainsi que tous ses actifs accumulés, ses marqueurs de territoire et ses comptes à l'étranger, » expliqua Silas, sa voix stable, ses yeux sombres observant attentivement son visage. « Je l'ai saisi à Richard le jour du raid. La meute a été dissoute et la terre a été entièrement débarrassée de ses mercenaires. » Cresa fixa le lourd parchemin dans ses mains balafrées, le souffle coupé. « Il t'appartient légalement maintenant, Cresa, » continua Silas, son ton formel mais profondément doux. « Les avocats de l'avant-garde ont finalisé les transferts ce matin. Tu es la seule propriétaire incontestée du territoire. Tu es immensément riche. Tu peux y retourner, reconstruire la meute en tant qu'alpha, ou vendre la terre et vivre dans le luxe absolu n'importe où dans le monde. » Les mains de Cresa se mirent à trembler. Elle passa son pouce sur le seau de serre. L'endroit même qu'il avait chassé, les gens qui s'étaient moqués d'elle, l'alpha qui avait volé l'héritage de sa famille et l'avait laissé mourir dans la boue glaciale. Tout lui appartenait maintenant. Elle tenait sa vengeance, sa restitution et sa liberté absolue dans la paume de ses mains. Elle avait retrouvé sa maison.
Elle avait tout ce dont elle avait toujours rêvé pendant ces nuits interminables et terrifiantes, enfermée dans sa cabane en décomposition. Mais en regardant les titres de propriété, un sentiment de vide s'installa dans son estomac. Elle leva les yeux vers Silas. Le roi imposant la regardait avec une expression de vulnérabilité contenue, sa large poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme d'une respiration lente et mesurée. Il lui avait offert le cadeau ultime, le pouvoir de le quitter et de ne jamais regarder en arrière. Mais Crésa réalisa avec une clarté soudaine et aveuglante qu'elle ne voulait pas du domaine des pins rouges. Elle ne voulait pas quitter les murs de pierre de la citadelle. Elle ne voulait pas quitter le général Harrison, ni Béatrice, ni le petit louveteau argenté qui mâchouillait actuellement le tapis à l'intérieur. Et surtout, elle ne voulait désespérément pas quitter le roi. Silas s'approcha, comblant entièrement la distance entre eux, jusqu'à ce que sa poitrine effleure son épaule. L'odeur riche et enivrante de pain et de feu de camp la submergea, se mélangeant parfaitement à sa propre odeur douce et apaisante de vanille et d'herbes douces. La combinaison donnait l'impression d'être rentré à la maison. « Je te donne ceci parce que c'est ton droit, » sentit Silas, sa voix tombant à un murmure rauque et grave qui lui envoya un frisson dans le dos. Il leva la main, ses grands doigts chauds traçant doucement la ligne délicate de sa mâchoire. « Parce que tu mérites le monde qui t'a été volé. Mais j'espère égoïstement que tu brûleras les titres et que tu resteras ici. » Le souffle de Cressa se coupa, son cœur battant la chamade contre ses côtes. « Reste, mon loup t'a reconnu dès que tu as mis le pied sur ce porche imbibé de sang, » confessa Silas, ses yeux s'assombrissant, l'anneau cramoisi autour de ses iris s'enflammant d'une affection profonde, ancienne et possessive. « J'ai senti ta terreur, ton épuisement. Mais sous tout cela, j'ai senti ma compagne. » Cressa laissa échapper un petit hoquet. « Tu es mon autre moitié, Cressa, » murmura Silas, son pouce effleurant sa lèvre inférieure. « Tu as sauvé ma famille. Tu as sauvé mon avant-garde. Tu as fait l'impossible. Mais surtout, tu m'as sauvé d'une vie de solitude froide et violente. » Lentement, délibérément, le redoutable souverain du monde des métamorphes tomba à genoux sur le balcon de pierre givrée. Il ignora le froid mordant, prenant ses mains balafrées et délicates dans ses siennes, massives. « Règne avec moi, » jura le roi Lycan, déposant un baiser respectueux et persistant sur les cicatrices argentées de ses paumes. « Laisse-moi passer le reste de ma vie à vénérer l'Oméga qui a sorti mon royaume de la tempête. » Cressa baissa les yeux sur l'homme agenouillé dans la neige juste pour elle. La paria, l'avorton, l'Oméga banni. Elle n'était plus rien de tout cela. Elle était exactement là où elle avait toujours été censée être. Des larmes de joie absolue et écrasantes coulèrent sur ses cils, gelant sur ses joues. Elle regarda la lourde enveloppe légale dans sa main, le symbole de son passé douloureux. Sans rompre le contact visuel avec son compagnon, Cressa laissa ses doigts s'ouvrir. L'épaisse enveloppe glissa de sa prise, tombant par-dessus la balustrade de pierre. Le vent violent de la montagne attrapa le parchemin, emportant le domaine des pins rouges dans l'abîme profond et enneigé de la rivière Snake. Cressa se pencha, ses petites mains agrippant les revers du costume coûteux de Silas, et tira son compagnon massif sur ses pieds. « Je reste, » murmura-t-elle férocement. Silas laissa échapper un souffle rauque, ses bras puissants s'enroulant autour de sa taille et la soulevant du sol juste avant que ses lèvres ne s'écrasent sur les siennes, scellant leur avenir et réclamant sa reine à l'ombre des montagnes. Des confins désolés et glaciales d'une montagne oubliée, Cressa Turner ait forgé son propre destin avec rien de plus qu'une paire de pinces, du whisky bon marché et un esprit d'oméga incassable. Elle a affronté un blizzard cauchemardesque et le canon terrifiant des fusils d'assassins royaux, risquant tout pour sauver des étrangers qui saignaient sur son poche. Ce faisant, elle n'a pas seulement extrait des éclats d'argent, elle a extrait le cœur même du roi Lycan, le plus impitoyable de l'histoire. Silas Blackwood a amené une armée pour anéantir une menace, mais d'a trouvé sa reine à la place. Le voyage de Cressa, de paria bannie et grelottante à reine souveraine de la citadelle d'Obsidienne, est un témoignage de la puissance brute et inégalée de la compassion. Les loups qu'elle a sauvés sont devenus son bouclier absolu, et le roi qu'elle a revendiqué est devenu sa chaleur éternelle.
prouvant que parfois les plus grands empires ne sont pas construits sur le sang et la conquête, mais sur la guérison courageuse et silencieuse des mains d'une Oméga.